Ce soir, on est là pour parler notamment de ta thèse, qui est vraiment un point d'entrée et qui est un sujet passionnant et qui est vraiment en rapport avec ce qu'on fait. On va parler aussi et on va évoquer de tout l'aspect stigmatisation parce que dans ce qu'il y a de meilleur sur les réseaux sociaux, fatalement il y a le pire et le problème c'est qu'on a souvent l'impression que le pire est dominant par rapport au meilleur, notamment en matière de désinformation, en matière de stigmatisation, en matière de modération ou plutôt d'absence de modération, parce qu'on est souvent face à ça en tant que créateur et créatrice. C'est des signalements de vidéos, soit des nôtres, quand on est, par exemple, on parle des vaccins, de l'alimentation, de la télévision, ou des signalements qu'on fait de vidéos qui vont être refusées. Et quand on signale des vidéos, il faut savoir que notre compte est shadowban. Quasi systématiquement, même quand j'ai des vidéos qui sont avec beaucoup de notifications, dans les moments où je signale des vidéos, c'est pour ça que je le fais de moins en moins, là les comptes sont shadowban pendant 48 à 72 heures, ce qui est assez peu productif. Bref, donc on va te laisser nous présenter ta thèse. Alors, là, je viens de finir ma troisième année de thèse. Je vais en devoir en commencer une quatrième parce que beaucoup de thésards, 3 ans, c'est très compliqué à faire. C'est très short pour faire une thèse. Mais le titre de ma thèse, du coup, c'est Création numérique, inclusion et empouvoirment des personnes autistes. J'ai très légèrement changé le titre avec mon directeur de thèse. Il soit un petit peu plus simplifié, percutant et pour d'autres raisons compliquées à expliquer. Et cette thèse, je l'ai faite, c'est une thèse d'art et d'humanité numérique. Et grosso modo, les humanités numériques, c'est des sciences sociales dans le numérique. Ça, c'est une très grosse discipline du numérique. Ça serait très long à expliquer encore une fois. Mais en gros, j'explore un petit peu la pratique créative et la pratique numérique des personnes autistes sur Internet. Est-ce que tu pourrais juste Euh, définir l'humanité numérique? Est-ce que c'est demandé? oui, comment, du coup, oui, voilà, pour définir l'humanité numérique, voilà, c'est en gros des sciences sociales du numérique. Et on essaie d'explorer justement à quel point le numérique est ancré dans notre vie sociale, dans nos vies professionnelles, dans énormément de champs finalement. Donc voilà, si je peux vraiment résumer ça, c'est des sciences sociales du numérique en très très gros. D'accord, donc ce serait en fait un mélange, j'imagine, de sociologie, de statistiques, de psychologie, éventuellement même d'art ou d'autres domaines connexes en fait, tout ce qui va regrouper en gros le numérique et la création numérique plus généralement. Voilà, en très gros, c'est ça, voilà. Les humanités, généralement, voilà, ça va être beaucoup de recherches. Alors, est-ce que c'est de la socio appliquée au numérique? Ça peut être ça. Je suis désolée, c'est vrai que c'est un champ Oui, dans son extrêmement champ large, ouais, dans son champ le plus large. voilà. Mais c'est extrêmement important en fait parce que si je peux me permettre juste une petite parenthèse, il faut savoir que les termes neurodiversité et les termes neuroatypie sont issus même de la communauté autiste en fait, sont entrés dans le langage commun grâce au forcing, grâce au fait de justement l'intégrer dans le numérique, dans les réseaux sociaux, mais plus généralement dans les médias, d'un point de vue militant et à force de temps en fait. Mais neurodiversité et neuroatypie viennent de personnes autistes qui l'ont fait, voilà. Exactement. Et ça permet de Exactement. l'inclusion. Voilà. Oui, c'est il me semble qu'on attribue officiellement la création, la popularité, je sais plus le terme, à Judy Singer Oui, et je qu'il me avait rappelle plus. créé pour sa thèse en fait de sociologie d'ailleurs. D'accord, je croyais que c'était avec un journaliste qu'elle avait créé, mais ok, En je fait, prendrai ton histoire. sa fille est autiste et elle avait trouvé ça intéressant parce que elle refusait la pathologisation de sa fille et dans sa thèse de sociologie, elle a justement créé ce terme et commencé à l'utiliser à ce moment-là pour la présentation de sa thèse. Et c'est à ce moment-là que la neuroatypie est née en fait. Donc neuroatypie et neurodivergence d'ailleurs, ça a été Neurodiversité. parallèle. Ouais, et la neurodiversité, on pourrait dire que c'est le pendant cognitif de la biodiversité
en fait. Voilà. Donc là, on a un paramètre biologique qui est intégré dedans, et ça, j'apprécie particulièrement. Le coup, est-ce qu'on est vraiment dans des neurosciences, en fait, notamment psychologie, sociologie, etc. Pardon. Donc, je vais te laisser continuer. Et ce que j'explore en très gros dans cette thèse, c'est, alors pour expliquer en très bref, ce qui m'intéresse, c'est comment le processus d'empouvoirment et d'inclusion peut le retrouver dans la création numérique chez les personnes autistes. Ça va être dans la création de contenu, hein, par exemple. Voilà, comment le format vidéo, par exemple, sur YouTube, sur TikTok et autres, où les formats Instagram sont réappropriés par les personnes autistes en tant que telles. Mais je m'intéresse aussi aux jeux vidéo, particulièrement grâce à des serveurs qui ont pu naître ces dernières décennies, comme par exemple Hotcraft. Peut-être que certaines d'entre vous connaissez déjà ce serveur. Ah, C'est ça, je un connais pas du serveur. tout. Alors, c'est un serveur qui a été créé en 2013. D'accord. Je crois que le pseudo du monsieur, c'est Autism Dad. Il est autiste et il a un de ses enfants qui est autiste. En fait, il a voulu faire un serveur réservé aux joueurs autistes et leurs proches pour qu'ils soient à l'abri du harcèlement, justement, comme on en parlait, qu'ils pouvaient vivre D'accord. en ligne sur Minecraft. Et puis, beaucoup plus tôt que ça, en 2006, il y a un serveur Second Life qui a été créé, c'est l'Autism Liberation Front. Là, pour le coup, il y avait une dimension beaucoup plus militante et éducative dans ce serveur. Donc voilà, donc il y a donc je disais réseaux sociaux, enfin, globalement Internet, les jeux vidéo, et puis tout ce qui est de l'ordre de la sensorialité, avec certains dispositifs sensoriels ou alors certains dispositifs qui permettent aux personnes autistes d'aller dans des espaces publics ou par exemple dans la médiation numérique par exemple, qui pourrait rendre ces espaces plus inclusifs pour eux. Mais voilà, j'explore globalement trois pôles, donc Internet, jeux vidéo et tout ce qui est dispositif de l'ordre de la sensorialité et de l'interactivité en fait. Voilà. D'accord. En fait, ce qui peut faire la connexion entre le monde numérique et le virtuel pour le coup, et le monde réel en fait. C'est-à-dire tout ce qui va pouvoir aider au niveau des habilités sociales, au niveau, comme tu dis, sensoriel. J'imagine tout ce qui va être au niveau accessibilité culturelle également. Voilà. J'étais tombé sur des rapports pour des adaptations dans les musées au Québec. C'était très intéressant, où tout était fait justement pour rendre le musée et les visites de plus en plus inclusives en matière d'environnement sensoriel, essentiellement. En matière d'infodumping, en matière de... Bref, tout un tas de sujets, on pourrait passer des heures à juste évoquer l'aspect numérique en fait chez les autistes. D'autant que je suis certain que beaucoup de personnes autistes vont développer leur habilité sociale grâce au virtuel. Je sais très bien que ça a été le cas pour moi. J'ai eu beaucoup d'amis en fait que j'ai pu connaître déjà uniquement en ligne. Et résultat, ça permet de les voir en vrai ensuite, si on en a la possibilité. Si on n'en a pas la possibilité, c'est pas grave. Mais de les voir en vrai sans pour autant sentir une vraie différence entre ce virtuel et ce réel. Ce qui m'amuse assez comme sensation, systématiquement, comme si on avait toujours connu la personne. D'ailleurs, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai croisé Mère Extraordinaire. C'est-à-dire que quand je l'ai croisé, c'était, oui, on se connaît depuis longtemps, c'est pas très grave, c'est la première fois qu'on se croise en vrai, mais au final, ça change pas grand-chose, en fait. Donc là, c'est un appui énorme. Donc, et est-ce que dans ta thèse, tu évoques également des aspects négatifs? Ouais. Je parle notamment du harcèlement et comme tu en parlais au début, certains contenus peuvent être un peu trop mis en avant alors que ça va être de l'ordre de la fake news et du hoax. Donc voilà, sur certains sujets que tu as cités. Hein. Et également, là c'est un sujet qui est très fâcheux, mais sur l'exploitation d'enfants autistes sur les réseaux sociaux. Ça aussi, je m'y intéresse. Tout ce qui va être lié à l'inspiration porn, tout ce qui va être lié au fait de justement monétiser et gagner de l'argent grâce à une personne autiste dans son entourage, que ce soit son frère, essentiellement, son enfant. Et malheureusement, c'est des comptes qui sont énormes, qui parfois dépassent les 600 000 abonnés. Notamment... c'est ça, et je pense clairement à Charlotte, en fait, qui est très très problématique.
Avant, je m'empêchais de le dire, je filtrais énormément à ce niveau-là. Mais au bout d'un moment, et à force de me faire insulter par elle via des comptes annexes, en fait, fatalement, on finit par relâcher les filtres. Ouais. Et dans les aspects négatifs, effectivement, il y a la mise en avant d'enfants ou de personnes avec déficience intellectuelle qui peuvent, à mon sens, pas nécessairement donner leur consentement, ou pas un consentement réel au sens juridique du terme. Et là, j'évoque vraiment le sens du juridique, en fait, du consentement. Et on est au-delà de la sensibilisation, même si la personne souvent prétend faire de la sensibilisation. C'est-à-dire que nous, que ce soit ton compte, mon compte, et il y en a tout un tas, même dans les personnes qui sont sur le live en fait, qui vont faire de la sensibilisation réelle, qui vont expliquer, qui vont donner des informations concrètes, pragmatiques, qui peuvent permettre d'outiller en fait et d'avancer sur ces sujets-là. Mais par contre, fatalement, vu que ça ne prend pas la fibre émotionnelle, j'imagine que c'est ça le problème, et ben là, les algorithmes ne rentrent pas forcément dedans en fait. C'est ça. En revanche, j'ai la sensation que on a un peu l'avantage de pouvoir, comment dire, c'est une chose qu'on a déjà fait dans les années 90 dans les premiers forums en la matière, mais de pouvoir fédérer à notre échelle une communauté autiste et de personnes du coup, qui arrivent un petit peu plus facilement à se retrouver dans le fait de voir d'autres créateurs de contenu autistes, par exemple. Donc c'est à notre petite échelle malheureusement et on a Oui, également un impact plus faible par rapport à ces chaînes dont ces créateurs de contenu dont tu parles. oui, Et c'est vrai que malheureusement, c'est comme Patate Verte qui disait l'inspiration porn ou le tirage de larmes en mode téléthon. J'ai la sensation qu'encore aujourd'hui, il y a énormément d'intérêt malheureusement pour comment dire, euh, une image pitoyable c'est finalement ça. ou pathologisante et fataliste. Oui. Euh, Et souvent, et j'ai même l'impression animale en fait, parce que ils ont tendance, et on le voit malheureusement aussi dans les faits divers d'ordre pénal, en fait, que ils considèrent souvent l'autiste comme un autiste, comme autre chose qu'un être humain, en fait. C'est-à-dire que je le vois souvent comme une analogie. Si jamais je me prenais un bus devant chez moi, bon, ce serait tragique, tout ça peut-être, hein. Mais si jamais on en parlait dans les faits divers, ce serait un homme autiste se fait percuter par un bus. Ce serait pas Adrien, malheureusement, n'a pas regardé avant de traverser, n'a pas fait attention et s'est fait percuter par un bus. C'est un homme autiste et ça tournerait autour de l'autisme, de l'indépendance, de l'autonomie réelle, de l'adaptation éventuellement, mais ça s'arrêterait là en fait. Comme dans tous les faits divers d'infanticide en fait, où on parle de l'enfant en crise, de l'enfant horrible et de la mère qui doit supporter, mais pas de la personne en tant que telle en fait. Et c'est ça qui m'embête, même quand il y a de l'inspiration porn, qu'on prétend que la personne autiste qui est filmée a le discernement ou une intelligence suffisante, en fait, pour donner son consentement. Souvent, c'est assez gênant parce que les personnes vont se bloquer à cet aspect émotionnel. Et je fais souvent le test dans mes vidéos. Tu sais, toutes ces accroches que je fais, un peu gênantes, un peu embêtantes, ces petites bêtises que je lâche dans les vidéos volontairement, où je m'aperçois souvent dans des commentaires, notamment ceux que je vais modérer, que la grande majorité des personnes non concernées vont se concentrer sur ce petit truc apparent, en fait. Et c'est un peu embêtant, ça limite un peu la pédagogie qu'on peut faire et les avancées qu'on peut faire. Et c'est, je dirais, frustrant. Mais on en touche de temps en temps, ce qui fait plutôt plaisir. Et mes crises sont légères et adaptées à mon quotidien. Ah oui, oui. Oui, les crises, ouais, en ce qui concerne les crises, effectivement, bon, j'essaie de regarder un œil en fait sur le live, enfin sur le chat en même temps, ce qui est un peu compliqué à suivre les deux. Mais bon, c'est bien, il y a des échanges cordiaux, c'est cool. Oui, pardon. Ouais, et en fait, j'ai remarqué un truc dans les aspects négatifs, c'est que les comptes de créatrices sont beaucoup plus attaqués que les comptes de créateurs. Bon, les comptes de créateurs, ça doit être dans mes pour toi ou dans mes choses comme ça où ça sélectionne pas trop, mais j'ai beaucoup plus de comptes de femmes en fait qui sont concernées que d'hommes qui sont concernés qui s'expriment en fait. Et par contre, les commentaires que se prennent les femmes concernées sont absolument hallucinants. J'ai souvent des bêtises dans mes commentaires, mais pas de violence aussi crade et crasse que ce que vous supportez.
Bah, j'ai la sensation que, encore une fois, c'est une misogynie qui continue de s'étaler, hein, même dans ces cas-là. Par Mm. exemple, on va plus facilement, j'ai l'impression, nous décrédibiliser parce qu'il y a cette idée préconçue selon laquelle les femmes autistes, c'est beaucoup moins rare que les hommes autistes. Oui, Et, et c'est vrai que, bon, en tant qu'autiste, en général, on reçoit des crasses. Bien se filtre beaucoup, c'est comme non. Non, pourquoi tu dis ça, patate verte? Il y a peut-être fait quelque chose de mauvaise manip, je sais pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ah oui, non, que je filtre beaucoup, mais comme, ah oui, c'est par rapport à. Désolée, je croyais que tu parlais du chat. Ouais, je les filtre parce mm, que dès que j'ai commencé, enfin, j'ai déjà eu de mauvaises. C'est surtout que je les filtre, du coup, ouais, parce que j'ai eu quelques mauvais. Il y a des gens qui attaquent assez gratuitement juste parce que vous venez oui, dire, par exemple, une petite bêtise ou alors quelque chose qui leur plaît pas des masses. Et ouais, donc on est un petit peu obligé de filtrer, pour pouvoir tenir bon. Il y a des moments où je me dis, je laisse le commentaire filtré. Il y a des moments où j'ai un petit peu aussi envie d'envoyer bouler la personne oui, publiquement parce que je me dis, écoute, si tu postes ça sur Internet, c'est que je pense que tu assumes un temps soit peu, soit ta misogynie, soit ton validisme. Donc, vas-y, pas de souci. oui. Je pense également aux personnes queer, autistes. Là, j'ai l'impression qu'on va encore plus. Il y a toujours cette intersectionnalité qui joue là-dedans. On va notamment les discréditer davantage en disant que soi-disant elles sont encore plus en recherche d'étiquettes, d'attention. Mm. Ou, C'est voilà, ça. j'ai Parce que en désolée. fait, moi, les rares attaques, bon, hormis les trucs marrants comme quoi je suis un reptilien, bon ça c'est, mais par contre, je le vois beaucoup sur Thread. C'est plutôt que je vais être attaqué sur le fait que je suis autiste, comme si dans mon pseudo, bah justement, j'étais misérabiliste, ou il m'attaque beaucoup sur mon intelligence. Et ça, je trouve ça absolument dégueulasse pour les personnes qui ont pas des capacités cognitives comme bah, fatalement comme les miennes. Et donc je clash. Moi, par contre, dans mes commentaires sur TikTok, je modère beaucoup certaines vidéos. C'est-à-dire que quand ça commence à devenir vraiment n'importe quoi ou quand la personne m'énerve trop, à défaut de la clasher, parce que des fois j'aime bien de temps en temps lâcher un petit peu, j'ai besoin de me décharger aussi, je supprime. Ouais, ouais, on m'a déjà dit plusieurs fois que j'étais un reptilien. C'est assez, c'était assez comique. Je l'ai presque pris comme un compliment plus qu'autre chose. Il y a même un paradoxe du côté. On est, oui, c'est ça. D'un côté, on Oui, est décrédibilisé et de l'autre, on est harcelé pour ça. Ouais, oui, oui. En moyenne, on a un QI plus élevé que les non-autistes. Non. ça dépend. Alors, le problème reste toujours la quantité de diagnostic, c'est-à-dire que si on peut supposer valablement que si le diagnostic était quelque chose de systématique, déjà la proportion entre hommes-femmes serait sûrement de 50-50. Je pense que génétiquement, il ne doit pas y avoir trop de différence à ce niveau-là. Mais par contre, en termes d'intelligence, en fait, en tout cas de capacité cognitive, je préfère le dire comme ça, euh, il faut prendre en considération qu'en général, quand on va vers un diagnostic, c'est que bah ça va pas. Donc soit c'est quelque chose qui va se voir très très tôt, donc c'est plus simple entre guillemets pour les déficiences intellectuelles, et c'est pour ça qu'il y a cette idée tenace en fait qu'un autiste est forcément avec une déficience intellectuelle, ou soit qu'on a eu un burn-out ou des dépressions, ce qui est statistiquement plus élevé avec les personnes qui ont de hautes capacités cognitives. Par contre, faut quand même garder à l'esprit que sur environ 800 000 autistes en France, il y a 75 000 diagnostics. Donc c'est quand même une proportion qui est très très faible en fait. Donc j'aime pas trop évoquer ces points de capacité cognitive, notamment pour ces problèmes statistiques en fait qui doivent nécessairement pas correspondre à la réalité. Et c'est pour ça aussi que je parle jamais trop des miennes, que j'évoque jamais trop certains aspects, parce que ça correspond pas à une réalité statistique en fait, fatalement. C'est une Fatalement. corrélation. Ouais, J'imagine, c'est mais ça. il y a surtout un sous-diagnostic des filles. Il y a Ah, une le X idée qui a fragile. été Oui.
il y a un biais, il me semble, qui a été soulevé justement dans les procédures Oui. diagnostiques, notamment parce que, arrêtez-moi si je me trompe du coup, mais la plupart du temps, lorsque l'autisme a été observé, c'était surtout sur des hommes. Et au fil du temps, malheureusement, c'est surtout une image de l'autisme au masculin. Et ça fait pas si Oui. longtemps que ça qu'on s'intéresse à l'autisme chez les femmes, comment il se présente. Euh, C'est et limite le DSM-5 en fait. C'est-à-dire que je me suis amusé parce que je prépare un podcast sur Grunia Shukareva. ouais, J'ai du mal à le prononcer. Et en fait, quand on cherche, quand on recherche ses écrits, ses travaux et tout ça, on se rend compte que déjà le tableau diagnostique qu'elle avait sur ce symptôme autistique, en fait, dans la psychopathologie autistique, qui était un symptôme de la schizophrénie à ce moment-là, encore un petit peu, et encore, on voit que elle avait commencé déjà à le distinguer, que elle, par contre, elle avait fait un tableau diagnostique pour hommes et un tableau diagnostique pour femmes, donc c'était très avancé à ce niveau-là. Mais par contre, en fait, quand ces travaux ont été repompés par Asperger et par Kanner, surtout par Asperger, en fait, ils ont complètement dégagé l'aspect féminin parce qu'ils considéraient que le cerveau autiste était la quintessence, en fait, le cerveau masculin ultime. C'est-à-dire que c'était un cerveau trop masculin et qui donc, bah, forcément était un cerveau autiste. Et à partir de ce moment-là, on est resté ancré dans cette espèce de fantasme, en fait, de la masculinité autistique pure. Et on a commencé à vraiment sortir très très doucement avec Lorna Wing, et vraiment très très doucement, et c'est surtout que quand on lit le DSM-4, les femmes sont encore vachement exclues. Mais par contre, ça commence à être vraiment intégré dans le DSM-5, et donc c'est 2013. Et maintenant, quand les femmes, quand je vois les commentaires, les témoignages en fait sur mes vidéos, les femmes, quand vous êtes face à des médecins, c'est du n'importe quoi, la majorité du temps en fait. Moi, je me plains parfois de médecins, de certains professionnels, surtout des professionnels hommes d'ailleurs, parce que quand je tombe sur des médecins femmes, ça se passe en général beaucoup mieux, de rares exceptions près, mais c'est très très problématique. Donc oui, il y a un biais d'approche qui est problématique pour les femmes en fait. Je l'évoque peu parce que je suis pas légitime. En soi, je me sens pas très concerné pour le coup. Mais les femmes sont largement sous-diagnostiquées. Et ça, c'est une réalité. il y a ce diagnostic, et je crois que c'est Patate Verte qui l'a souligné, mais elles vont plus facilement être diagnostiquées borderline, par exemple. Mm. Certaines vont se retrouver face à des erreurs diagnostiques du genre bipolaire ou borderline. Mm. Alors qu'on s'entend, hein, être borderline ou bipolaire, c'est pas une mauvaise chose, ok. Des difficultés Mais dans mon diagnostic. là où ça peut être Ouais. problématique, c'est que ça reste des troubles assez différents, ça reste des Mm. particularités quand même différentes et pas des prises en charge ou même une auto-prise en charge finalement euh, qui va être la même d'une personne à l'autre. Alors il y en a plein d'ailleurs qui vont être euh, sous des traitements qui au final leur conviennent absolument pas et ça peut être extrêmement problématique. Et qui peuvent aggraver les choses, en fait. Il y a beaucoup C'est ça. d'antidépresseurs qui ne sont pas du tout adaptés au cerveau autiste ni au cerveau TDAH, parce que il faut prendre en considération qu'on a quand même quelques points de physiologie particulières, en tout cas de manière fréquente, pas forcément systématique, mais fréquente. Je voudrais juste répondre à quelqu'un, mais j'avais pas fait attention à qui m'a demandé si je des problèmes avec mon diagnostic. Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que pour moi, mon diagnostic a surtout été un problème d'acceptation de moi pour moi-même. Au premier moment où ma neuropsy, en fait, m'avait proposé de faire le diagnostic parce que les choses commençaient à concorder dans ce sens-là, je l'ai refusé d'un bloc. Genre pour moi, c'était absolument hors de question, je ne voulais pas, je voulais pas. Et j'ai quand même dû, bah forcément, c'était la première opposition et j'ai dû faire un travail sur moi-même et j'ai fini par accepter. Mais dans ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais en effondrement complet et donc je n'étais plus en capacité de compenser quoi que ce soit. Donc même pour mon entourage, c'était très très compliqué, comme ça l'était pour moi, je ne pouvais plus rien compenser. Mais par contre, j'ai fait d'abord bilan orthophoniste, ensuite j'ai fait les bilans de sommeil, ensuite les bilans neuropsy, le bilan, donc mon profil sensoriel, et en fait je suis allé vers mon diagnostic parce que ça ne faisait plus aucun doute. Et c'est pour ça que mon diagnostic a été rapide au niveau du CRA, c'est-à-dire qu'il a pris vraiment que quelques mois, parce que je suis arrivé avec tous mes bilans, mais par contre, je vis en Alsace, on a beaucoup de médecins, et on a une sécurité sociale qui est différente de la France de l'intérieur. Donc pour moi, en fait, je n'ai rien à payer chez le médecin, quasiment tout le temps, en fait.
Et pour le coup, ça va beaucoup plus vite. On a plus de médecins, plus facilement d'accès, plus petite région. Et fatalement, j'avais les moyens financiers qui me permettaient de tout faire rapidement, en fait. Parce qu'un neuropsy, forcément, ça coûte cher. Mais ouais, j'ai l'habitude des médecins. Je suis un peu trop blasé avec ça. Oui, la France de l'intérieur, bah oui. Forcément, sachant que effectivement une toute petite parenthèse, c'est qu'en Alsace, en fait, notre sécurité sociale est différente. On cotise un petit peu plus. Par contre, on est pris en charge à 100%. Il n'y a pas de jour de carence, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, il n'y a pas de mauvaise surprise, en fait. Ça n'existe pas, sauf dans le privé, on a des petits dépassements d'honoraires, mais ça n'existe pas, en fait. Et donc, on a beaucoup de médecins. C'est-à-dire que moi, mon orthophoniste, elle est à 300 mètres de chez moi, comme mon généraliste, mais j'ai le choix entre plusieurs orthophonistes. Il y a un psychiatre juste à côté. En fait, même pour changer de généraliste, par exemple, quand je prends à 2 kilomètres autour de chez moi, il y a environ 10 généralistes. Alors que je vis à la campagne. Donc c'est différent en fait. On peut pas être voilà. Bref, je vais revenir sur le sujet initial. Oui, donc moi en fait, par contre, j'avais été aiguillé ou en tout cas fortement incité par Bleuet Atypique pour faire mon compte, parce qu'au début j'avais mon premier compte en fait qui parlait de chat et plus précisément d'alimentation féline, et j'avais commencé à faire ce compte-là pour un petit fourre-tout, pour parler de plein de trucs. Et il y a Bleuet Atypique qui était tombé sur mon compte, et puis on avait commencé à discuter, m'avait fortement incité à parler d'autisme, mais de mon diagnostic en cours à ce moment-là. Et donc j'ai commencé, et petit à petit, c'est parti complètement là-dedans. Et une chose qui m'a fait énormément plaisir et qui me fait plaisir de d'habitude, c'est tous les petits comptes qui me disent qu'ils se sont créés parce que en fait il y avait mon compte et que et ça mais c'est tellement en plus mais je trouve ça tellement valorisant, parce qu'en plus de ça, pour les réseaux sociaux, je me suis aperçu que c'est extrêmement utile pour les autistes, même que ce soit en termes de libération de la parole, mais plutôt en termes d'infodumping. Parce que forcément, en tant qu'autiste, on a tendance à l'infodumping quand on fait quand on parle d'un truc qu'on aime. Et TikTok force à être synthétique, force à aller à l'essentiel, force au format court. Et donc c'est un exercice absolument génial en fait. Et je le vois même quand j'écris, quand je fais mes rendus. Et là, je suis forcément mieux noté parce que je ne fais quasiment plus d'infodumping. Donc j'arrive à beaucoup compenser à ce niveau-là. C'est plus simple. Et globalement, j'ai même des professionnels de santé qui se servent de mon contenu. Et ça fait plaisir. Ça a du mal à avoir la portée que je cherche à réellement avoir, très honnêtement. Mais moi, j'ai la chance de pas recevoir trop de violence, sauf quand je fais des vidéos collages avec certains gros comptes pour dénoncer. Ne filmez pas votre enfant, c'est pas les vaccins. Vous êtes pas dans un cirque, enfin tu sais, ce genre de choses. Donc là en général je me prends des vagues de harcèlement, de signalement, et donc parfois je fais des pauses de publication de contenu parce que il faut le temps que ça puisse se remettre dans l'algorithme, mais ça peut être frustrant. En fait, quand on est créateur autiste, on est contraint aussi à filtrer ce qu'on montre. C'est-à-dire que vous l'avez forcément remarqué, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, fatalement. J'ai quand même une vie privée, j'ai quand même une vie sociale, j'ai quand même tout un tas de choses. Et je montre effectivement beaucoup d'aspects positifs, beaucoup d'aspects dépathologisants. Je parle de mes difficultés, mais pour autant, je montre rarement mes difficultés, en fait. Même si j'ai souvent l'impression d'avoir moins de difficultés que beaucoup de personnes. Attends, j'entends beaucoup de bruit avec ton micro. Ah, c'est bizarre, c'est... Ah ok, c'est bon, je comprends, c'est que je pensais qu'il ne marchait pas. Alors, je vais juste faire un test. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Ah, on t'entend mieux. Ah je vais parler... D'accord. Parce que je croyais qu'il ne marchait pas. Ah ok. Ah écoute, voilà, désolé. Ah, c'est même encore mieux, ouais. J'ai pas mal de trolls. Ah oui. Alors les trolls, il faut les bloquer, il faut les clasher. Mais en fait, globalement, ce que je conseille aux gens, c'est de faire preuve d'intransigeance face à ces personnes. C'est-à-dire que nous sommes autistes et on a l'avantage, entre guillemets, de faire assez peu preuve de nuance et de pouvoir le justifier comme tel. C'est normal chez nous, 0, 1, de manière un peu binaire. Mais par contre,
je conseille aux gens de faire preuve d'intransigeance. C'est ce que je fais depuis ma petite enfance. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Alors, ton parcours diagnostic, Yaz, est-ce qu'il a été compliqué? Je vois Snatchy qui me pose la question. Ça a été très compliqué. J'avais fait une première partie de Storytime pour en parler. Parce que j'ai appris que j'étais autiste à l'âge de 20 ans, et le diagnostic a été officialisé quand j'avais 20 ans, mais la vérité, c'est que mon diag, il date de quand j'avais 4 ans. Sauf que j'ai eu énormément d'emmerdes. Et ma mère a eu énormément d'emmerdes aussi. La petite histoire, je vais vraiment essayer d'être synthétique, hein, mais la petite histoire, c'est qu'à 4 ans, j'ai failli être évincée du système scolaire par ma prof, enfin enseignante de petite section. Parce que je parlais pas, j'avais du mal à m'adapter, en gros, pour résumer en très gros. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu m'évincer du système scolaire pour que je n'aille plus qu'en hôpital de jour. Sauf que c'était principalement des psychanalystes, et elle croyait que ma mère m'avait causé un autisme en me maltraitant inconsciemment. Voilà les tests de l'époque. Je contextualise, c'était dans les années 90. Excuse-moi, je vais juste te stopper une toute petite seconde. En fait, on va inviter personne d'autre dans le live aujourd'hui, mais on pourra éventuellement le faire une autre fois, parce que j'ai quelques demandes là dans le chat, parce que on s'est astreint avec Yaz en fait à terminer à 22h pile. Et on essaie justement de rester centré sur notre sujet des réseaux sociaux, mais d'un point de vue plutôt académique, d'un point de vue qu'on avait préparé en amont en fait. Donc pour aujourd'hui, on fera pas d'invitation, mais ça pourra être fait par la suite. Pardon, je vais te laisser continuer. Avec grand plaisir pour la prochaine fois. Hein. Mais je reviendrai au côté académique et universitaire après. Mais en fait, ma mère, pour me protéger, est allée chercher justement un des rares psychiatres spécialisés dans l'autisme qui soit pas un psychanalyste à l'époque. C'était dans les années 90. Et le diagnostic est tombé. Donc c'était sur le terme Asperger, etc. Et il a fallu cacher le diag. Parce que ça allait être l'occasion, malheureusement, pour cet instit de m'évincer du système conventionnel. Et ça aurait pu signer ma mort sociale, finalement. Oui. Et pendant de longues années, on a dû le cacher. Ma mère a même fait une sorte de déni, mais pas de déni parce qu'elle voyait du mal en l'autisme, hein, parce que turns out, elle est aussi autiste. Elle l'a appris très tardivement. Voilà. Mais c'était plus un déni de protection. C'est très long à expliquer, surtout qu'on a eu énormément de problèmes dans mon enfance. Et j'en parlerai pas là pour l'instant. Ça implique pas que moi et pas que elle. Et il y a des choses très graves qui se sont passées. Mais j'en parlerai un jour, promis. Mais ça a fait que j'ai appris qu'à 20 ans, à un moment décisif de ma vie, donc un passage entre une mise à niveau en art appliqué qui a été compliqué, très très compliqué pour moi à vivre, et en licence. Ça a été une période où où mon masque le masque social que je m'étais forgé quelque part commençait un peu à se fissurer. Et c'est à ce moment-là que ma mère, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon beau-père, ça faisait 5 ans que je le connaissais à l'époque, donc j'avais 19-20 ans, il m'a dit: toi, je me demande si t'es pas autiste, dans un contexte spécifique. Hein. Et j'ai cru qu'il me faisait une blague de merde. Et je lui dis, mais en fait, il me dit, mais non, fais des recherches sur le sujet. Il y a ça et ça. Je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, qui fait que j'ai l'impression que tu l'es. Et j'en parle à ma mère, et ma mère essayait de base de trouver un endroit où je pouvais me faire diagnostiquer officiellement. Et par chance, en allant dans une asso, elle a retrouvé le contact de ce psychiatre que j'avais vu quand j'avais 4 ans. Ah oui. Et qui m'a sauvé les miches, hein, sincèrement, on peut le dire. Et c'est à ce moment-là, donc quelques mois plus tard, qu'on s'est vu, qu'on a un peu rafraîchi la mémoire par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, moi, je peux pas me souvenir. Hein. Je suis pas hypermnésique, j'ai aucun souvenir de quand j'avais 4 ans. Mais c'est à ce moment-là que mon diag a été officialisé, à un moment où j'allais pas être mise dans la merde par rapport à ça. J'ai un collègue, je l'appelle l'autiste de Schrödinger, mais je crois que j'ai été comme ton collègue pendant un moment. J'adore ça. C'est un très bon principe. J'adore le terme. Vous voyez, c'est ce vécu-là qui a fait que j'ai voulu faire des études sur le sujet. C'est que j'ai été très en colère, absolument pas contre ma mère, parce qu'elle a fait comme elle a pu. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la première partie de ma story time, je vais faire une partie par la suite pour que tout le monde,
se rendre compte de ce qui se passait et de ce qu'on peut traverser en tant qu'autiste. Je ne lui en veux absolument pas et c'est pour ça que je bloque la moindre personne qui dira du mal d'elle. Je suis très intransigeante là-dessus. Mais j'en veux énormément à la société et aux personnes qui ont essayé de m'évincer de cette société qui n'est absolument pas inclusive. Et c'est dans ce souhait d'inclusivité et pour ma passion pour l'art et le numérique et du fait que j'ai pu me faire des amis finalement par le numérique et énormément de facteurs, mais surtout celui-là, de pas avoir pu me revendiquer en tant qu'autiste et justement d'avoir failli être évincé socialement. C'est tout ça qui m'a motivée à faire ma thèse finalement. Mais c'est bien. Voilà. Merci. Je trouve ça top. Non mais je trouve ça vraiment très très intéressant comme sujet de thèse parce que en fait le fait que nous autistes on puisse contribuer à libérer la parole sur le sujet, ça fait aussi avancer la recherche à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça change les biais d'approche, ça change justement, ça sort un petit peu de cet aspect de pathologisation pour aller vers un aspect plutôt comme dit de neurodiversité, donc de différence de fonctionnement plutôt que de déficience de fonctionnement. Et ça c'est super important parce que je vois ça encore sur certains sujets qui parle notamment de l'ocytocine, où quand je lis les débuts et les bases en fait de ce qui contribue à ces recherches sur des molécules qui vont compenser un éventuel ou supposé manque d'ocytocine, c'est des biais d'approche qui sont très très pathologisants, qui parlent de déficience, qui parlent de ce genre de choses. Et le fait que nous on puisse s'exprimer et expliquer, là ça permet justement d'avoir un fort impact à ce niveau-là. Et ça fait plaisir. Ce qui est important pour nous sur les réseaux sociaux, et ce qu'il faut faire attention quand on est autiste, c'est d'être certain d'avoir la capacité d'encaisser notamment déjà la violence, déjà les critiques, ou en tout cas de pouvoir avoir les moyens de passer outre. C'est-à-dire de supprimer systématiquement, de bloquer assez facilement dès qu'on va voir que ça peut poser problème. Mais dans tous les cas, il faut pas chercher à forcément toujours répondre à des commentaires négatifs, toujours à répondre aux attaques, parce que c'est leur laisser souvent une porte d'entrée en fonction des capacités qu'on a. Et j'imagine pour les personnes qui ont beaucoup plus d'émotions que ce que moi je peux avoir, ça peut être quelque chose qui est très très prenant en matière d'anxiété en fait. Quand je vois que j'ai déjà beaucoup d'anxiété avec peu d'émotions, j'imagine même pas ce que c'est pour quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et de l'anxiété sur les réseaux sociaux en fait. Ouais, et souvent ça peut... C'est ça. Ça, pour ma part, entre ça et d'autres facteurs beaucoup plus personnels, malheureusement, c'est ce qui a contribué à me déclencher une dépression. Hein. Donc, oui, ça je peux bien le croire. Ouais, et c'est surtout qu'il faut faire attention à filtrer, c'est-à-dire que on a toujours tendance à parler de notre quotidien, de notre vie, de notre vécu, parfois même de certains aspects de notre vie personnelle, mais on s'en rend bien compte chez moi. En fait, je filtre énormément à tous ces sujets-là parce que je me rends bien compte, il y a plein d'aspects qui font que je le fais pas parce que j'essaie de rester au maximum pragmatique, j'essaie de rester au maximum inclusif. C'est pas toujours facile, mais au maximum inclusif parce que je le sais très bien, les capacités que j'ai à toute échelle en fait et à tout niveau sont pas celles de tout le monde. Quand bien même je sois issu moi-même d'une famille pauvre à la base, donc avec très peu de moyens, mais une mère très très attentive et ça a beaucoup joué. C'est plus le cas, donc mais je sais qu'il y a tellement de précarité, il y a tellement de problème de soucis en fait chez les personnes autistes qui a beaucoup d'aspects en fait de nos vies qu'on restreint en fait fatalement. Et puis TikTok c'est pas Instagram quoi. Hein. Oui. Ah ouais. C'est clair. Et même par rapport aux endroits réels où on vit, par rapport à nos adresses. Bon, je sais que j'ai des voisins à moi qui sont abonnés à mon compte, mais ça compte pas. c'est pas pareil, c'est pas grave. Mais par contre, dans les aspects positifs, ce développement, cette libération de la parole, le fait d'avoir une certaine influence positive sur la manière dont des parents vont voir pour leur enfant, sur la manière dont des adultes vont se voir eux-mêmes, ça fait trop plaisir, quoi. Parce que vu que je me souviens de mon enfance, de ma petite enfance, j'ai l'avantage de l'hyperamnésie. Bon, j'ai le désavantage de pas me repérer dans le temps, donc pour moi 1 an ou 10 ans c'est à peu près pareil et ça peut être parfois problématique. mais ça fait toujours plaisir en fait cette idée de libération de la parole et ça motive beaucoup à continuer parce qu'il y a des moments c'est pas facile, je suis complètement démotivé, au moins pour les sujets à aborder.
mais ça peut être vite démotivant. Et, C'est clair. et pour toi, en fait, qu'est-ce qui t'a incité, hormis moi, parce que ça fait plaisir, mais j'ai pas été forcément le seul facteur déterminant pour créer ton compte. Alors, je vais pas te mentir, il y a aussi Julie Daché qui m'a grave motivée à l'époque Ouais. avec ses vidéos, son ancienne chaîne Super Pépette, qu'elle a renommée Julie Daché. Mais c'est également dans le Mm. parcours de thèse qu'elle m'a vraiment inspirée, en plus d'avoir fait un mémoire qui m'a beaucoup plu. Enfin, c'est une expérience qui m'a vraiment plu de faire un mémoire sur l'autisme et le numérique Et dans elle mon est premier très master. gentille, Julie Dachez. Oui. Elle était à Strasbourg, en fait. Mm. Donc elle était à la fac de psycho ici. Et pour le coup, je l'ai déjà croisée, en fait, et elle est trop bien. Ah oui, C'est une vraie bonne personne, en fait. C'est c'est une vraie bonne clair. personne. Mais c'est C'est bien. clair, j'ai pu lui parler un tout petit peu, mais parce que je suis toujours un peu timide avec les gens au début. Oui, c'est normal. Mais C'est cohérent. donc on était juste deux autistes en train de se parler, mais sans trop se regarder non plus. Enfin, tu vois le délire. Mais bon, il y a eu ça. Et puis globalement, j'ai toujours eu un attrait pour la création, très très largement la création de contenu, hein. Euh, et pour le fait de véhiculer des choses aux autres, hein, finalement. Là, j'ai un peu quitté malheureusement le côté vulgarisation, et parce que j'avais beaucoup moins d'énergie à l'époque. J'aimerais C'est un vraiment, énorme travail, la c'est vulgarisation. clair. Il faut quand même prendre en considération qu'on analyse notre propre fonctionnement, qu'on s'inspire aussi de la recherche, de tous les témoignages pour nuancer et voir comment ça se passe. Après, on essaie de connaître le fonctionnement des neurotypiques. Et ensuite, on traduit entre les deux pour essayer de rendre ça le plus accessible possible. Et c'est un travail Ouais, immense, en fait, derrière chaque vidéo de réflexion. c'est clair. Je prends juste deux petites questions. Donc, entre l'hypermnésie et la notion de temps. Alors oui, l'hypermnésie, c'est le meilleur comme le pire. C'est l'intégralité de sa vie sans aucun biais. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de gens, pour les traumatismes par exemple, qui avaient des blackouts, qui avaient des pertes de mémoire, qui avaient le cerveau qui triait en fait pour transformer la réalité et tout ça. Ce genre de système ne fonctionne pas dans mon cerveau. Donc dans mon cerveau, il y a toujours la réalité crue qui se passe et ça c'est problématique. Et pour la notion de temps, oui c'est inhérent au fonctionnement de mon cerveau en fait. Et c'est le temps est quelque chose d'extrêmement abstrait pour moi, mais c'est souvent pour le bah c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Mm. Mais je dois me répéter en boucle chaque jour, surtout que là je suis en vacances, quel jour on est dans la semaine, parce que sinon c'est beaucoup trop abstrait pour moi en fait. Et ça Ah ouais. perdurera toute ma vie, comme pour l'hypermnésie, comme pour ce genre de choses. Et mais par contre, l'hypermnésie et ma notion de temps, c'est ce qui me sert le plus dans mon contenu. Parce que ça me Mm. permet d'analyser toutes mes émotions, toutes mes frustrations, tous mes ressentis et tous mes traumatismes ou les meilleures choses de quand j'étais enfant ou adolescent. Et ça me sert dans ce que je fais pour l'analyse en fait. Donc pour les réseaux sociaux, c'est top et ça permet de faire de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est vraiment ce que je préfère faire, vu que de toute façon, je terminerai sûrement enseignant-chercheur. Enfin, on croise les doigts pour ça. Mais, Mm. voilà, c'est un aspect parmi tant d'autres. Le Et temps est hyper abstrait. Comme Patate Verte le dit, ouais, c'est vrai qu'une thèse, ça bouffe. Hmm. Toi qui veux faire, ouais, si tu veux être enseignant-chercheur, normalement, tu dois passer par là. Mhm. Ouais, ça bouffe beaucoup en temps, en énergie, etc. Je me disais, bah tiens, j'ai juste à convertir ce que je fais en vulgarisation sur l'autisme, sur TikTok. Et c'est ce que je vais faire, hein. Mais c'est clair que ça prend énormément de temps et il faut Ouais, savoir le gérer. Et comme tu en parles très très bien déjà, gérer le temps en tant qu'autiste, c'est pas une tâche compliqué. facile, hein. Et C'est très surtout très quand tu mets la compliqué. surcouche TDAH par-dessus. Ah ouais, j'ose C'est- pas imaginer, hein. Tu es doué pour ça. Ah, c'est mignon, c'est très très gentil. Mais en fait, oui, moi là, dans mon parcours, je suis juriste, comme je l'avais déjà dit, donc j'ai quand même fait des études de droit jusqu'à la fin, en droit des affaires, plus spécifiquement. Et un peu en liberté fondamentale, en droit de l'européen. Enfin bref, vu que je suis autiste, forcément, j'ai beaucoup de cordes juridiques à mon arc. Mais là maintenant, je suis ouais en sciences de la vie et soit bah ce sera des neurosciences, soit de la microbiologie ou quelque chose à cheval entre les deux, mais plutôt sur la diversité de fonctionnement cognitif. Ça fait faire une thèse là-dessus, ce serait tellement merveilleux. Mais par Ah, contre, une thèse grave. là-dessus, ce serait
à cibler à mort, quoi. Mais on n'en est pas là. On va attendre quelques années. Juriste par choix. Non, 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 non. Si, oui, non, oui, tout est question de choix dans la vie, en fait. Hein, je pars de ce principe-là, tout est question de choix. Ensuite, ça dépend des paramètres qu'on a à la base. Non, j'ai fait juriste pour l'argent, hein. C'est c'est pas tout à fait vrai, mais en fait j'y étais, il fallait que je termine parce que bah forcément ma mère m'a beaucoup aidé pour mes études, donc à un moment donné, voilà, faut, faut terminer ses études et avoir le reste. Et j'ai repris mes études parce que ma situation le permet en fait. C'est un privilège absolument énorme, donc j'en profite. Mais en termes de création de contenu dans l'avenir, effectivement, parce que ça me prendra de plus en plus de temps. Ça évoluera le contenu, ça évoluera la manière de le faire, ça évoluera forcément. Surtout que là, spoiler alerte, en fait, je suis en train de créer la marque. Donc c'est ce que Simplement Autiste deviendra très bientôt une marque. Donc ça c'est voilà, on verra comment ça se passe à l'avenir, mais ça sera très bientôt une marque et ça permettra justement de continuer cette ouverture, cet empouvoirment en fait. Comme tu parles. Clairement. Parce que il faut qu'on s'affirme en fait, c'est la véritable nécessité. De plus en plus d'ailleurs, ça j'ai l'impression qu'on en profite. Mais voilà, ça a déjà beaucoup évolué, je trouve, en tant que quoi? Ah oui, d'accord. Autant que Yaz, ouais. C'est une félicitation. Ouais. La chimie, c'est bien aussi. Ouais, la chimie, c'est marrant. Ça permet de faire plein de produits bizarres. Moi, je suis nulle. Je suis vraiment nulle en sciences. Tout ce qui est chimie, SVT, etc. Non, c'est pas pour rien que je suis pas dans ces domaines. Ne mettez pas dans une salle de chimie si vous voulez pas être en danger. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, voilà. Au pire, on te met du sucre, de l'eau, on te dit dissout le truc. Et puis, ouais. Voilà, non, c'est ça. Non, toi, t'es plutôt donc en sociologie, côté art appliqué, côté, voilà. Bah, pour le coup, maintenant, création numérique, en fait. Donc, tu vas toucher quand même à des statistiques, à ce genre de choses. Parce que, globalement, comment tu construis ta thèse? Comment tu récoltes les données? Comment tu avances là-dessus? Alors, là, déjà, je suis en train surtout d'avancer la partie théorique. La partie empirique, ce serait justement la récolte de données. Et c'est là que je vais peut-être solliciter certaines d'entre vous par le biais d'un sondage et peut-être par le biais d'une enquête qualitative. Donc, je vais faire 2 enquêtes globalement sur l'expérience des personnes autistes dans le cadre de la création numérique. Hein. Donc, que ce soit dans les jeux vidéo, la création de contenu, etc. Donc j'ai pas encore fait cette récolte de données. J'aurais dû la faire plus tôt, mais ça a été compliqué à gérer. Hein. Ça reste compliqué à gérer une thèse, surtout quand on a une mauvaise gestion du temps. Mais bref. Mais voilà. Donc il y a la partie théorique où je lis surtout, je me mets surtout à jour sur des articles scientifiques sur le sujet. Il y en a de plus en plus sur TikTok en plus qui sont très intéressants, d'autres un peu plus critiquables, mais c'est notre histoire. La partie empirique, donc ce sera un sondage et une enquête qualitative auprès de plus d'une dizaine de créateurs de contenu, par exemple, enfin des gens qui sont dans la création numérique en tant qu'autistes. Et il y a à savoir que ma thèse, c'est une thèse de recherche-création. Donc il y a une partie création à ma recherche. Donc à mon tour, je vais devoir créer quelque chose justement de l'ordre de la création numérique en tant qu'autiste pour les personnes autistes. Je sais absolument pas quoi pour l'instant, mais voilà, ça va être une des finalités de la thèse, du coup. Ça va être sûrement super intéressant, mais un travail en termes de données, en fait, absolument énorme, j'imagine. Enfin, on l'espère, hein, on l'espère. Mais c'est ce que je vois beaucoup et c'est ce que je conseille à certains professionnels. C'est s'ils veulent récolter des données et avoir des biais d'approche différents, qu'ils aillent dans les espaces commentaires de nos vidéos. Parce que je le vois systématiquement, souvent je m'en sers pour mon contenu, c'est-à-dire que quand je lis les commentaires, quand je les parcours, bah je retiens la plupart des grandes lignes, je retiens beaucoup de commentaires marquants, beaucoup de choses comme ça, et c'est ça qui va me permettre de nuancer, qui va me permettre d'adapter, qui me permet parfois même de préciser ou de confirmer certaines recherches, certains biais d'approche en matière de recherche académique. Et ça c'est très pratique et je conseille à beaucoup de professionnels de fouiller les commentaires parce que les témoignages sont souvent
très intéressants, certains un peu édifiants, surtout quand je parle de violence scolaire. Et c'est ça qui fait plaisir et qui fait du bien lorsqu'on parle en fait en tant qu'autiste sur les réseaux, c'est que dès qu'on aborde le monde de l'entreprise, dès qu'on aborde les parcours scolaires, dès qu'on aborde les maltraitances qui peuvent être au niveau à tout domaine, au niveau de la santé, au niveau éducatif, etc., on trouve sur des choses qui sont souvent concordantes malheureusement et parfois absolument effroyables d'ailleurs. Il y a des choses qui sont vraiment pas cool. Mais ça aide au moins de pouvoir relâcher dessus, j'imagine, en termes de décharge. Bah oui. Et alors, il y a Patate Verte qui demande ce que c'est une enquête qualitative. Qualitatif, ça va être, je vais peut-être mal expliquer, mais ça va être un échantillon plus léger, un peu pas moindre, mais moins conséquent qu'une enquête quantitative où on va vraiment être sur de la quantité, comme c'est dit, donc un maximum de personnes qui vont répondre à un sondage. Qualitatif, tu peux par exemple te permettre de t'entretenir avec une douzaine, quinzaine de personnes, mais avoir des réponses un peu plus approfondies sur, en tout cas en sciences sociales et humaines. Mais voilà, c'est ça, c'est beaucoup moins de personnes ou un peu moins, mais des réponses un peu plus approfondies au questionnaire par exemple. Mais après voilà, j'en parle de manière très très vulgarisée, enfin très je dirais abrégée, parce que je dois encore faire une formation sur le sujet avant de m'y mettre. C'est des enquêtes, des questionnaires comme ça en test, tu peux pas les faire, tu peux pas improviser, t'es vraiment obligé de te former là-dedans. Surtout que si jamais c'est qualitatif, en fait, il faut d'abord l'aspect sélection de l'échantillon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il corresponde à un ensemble, enfin un cahier des charges extrêmement précis. En fait, on peut difficilement faire justement ce genre de choses de manière complètement random, comme on peut sembler le voir parfois dans certains articles. Et d'ailleurs, c'est ça qui va aussi aider en termes d'aspect en matière d'empouvoirment et d'influence des autistes sur les réseaux sociaux, c'est en termes de médias et de presse. Comme on pointe souvent des articles qui sont problématiques, des articles qui sont parfois même extrêmement mauvais en matière d'information, en matière de biais d'approche. Et comme il n'y a pas longtemps sur Thread, l'article que j'avais mis de Femmes Actuelles, qui parlait de maladies autistiques, qui parlait d'Asperger, qui parlait de pas de médicaments à l'heure actuelle pour éradiquer le truc. Enfin, c'était avec un témoignage d'Autisme Speak dedans. C'était vraiment très 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 problématique. Et par contre, le fait d'avoir poussé derrière, même dès le lendemain, mais j'ai pas été le seul. J'ai été contacté par la journaliste, enfin par la chef de la rédaction en fait, par téléphone. On a discuté un long moment et pour le coup, l'article a été complètement refondu pour être conforme aux connaissances 2024. Et à l'aspect justement côté créateur autiste, côté personne concernée en fait. Et ça a fait plaisir d'avoir une petite influence comme ça. Quand tout se passe bien, finalement, on peut avoir cet impact et c'est important, malgré le découragement, de continuer comme ça en fait. Voilà, si c'est pour avoir ne serait-ce que des petits, entre grosses guillemets, résultats comme ça en vaut largement le coup. Oui, dans les petits résultats, on a aussi quand on fait retirer des livres de bibliothèques universitaires qui parlent justement de psychanalyse, qui parlent de ce genre de problème. Et par contre, ce que je considère comme des victoires qu'on ne voit pas forcément, qu'on peut pas palper nous, mais qui ont certainement un gros impact, en tout cas à long terme, c'est tous les parents qui viennent s'inspirer de ce que nous on raconte en fait pour changer les biais d'approche, pour changer ce qu'ils ont pour leur enfant ou leur adolescent. Et ça, fatalement, ça a des impacts sur la vie de la personne qui sont énormes en fait, parce que plus c'est pris tôt, plus c'est cool. Je trouve ça plutôt satisfaisant, plutôt bien, et ça change. Pas tout le temps, forcément. Il faut qu'on rappelle quand même les aspects négatifs. C'est toujours très problématique et en parlant d'aspects négatifs, on a la modération. Parce que nous, sur nos propres comptes, on a les modérations de commentaires qui peuvent se faire. On peut bloquer les gens, supprimer les commentaires sur TikTok, ce qui est plutôt pratique et vraiment nécessaire. Parce que sur Thread, c'est pas possible. Par contre, la modération de contenu en matière de désinformation
est, est terrible. Je sais pas si t'es déjà tombé sur les vidéos de médicaments, de traitement de l'autisme, de ouais, hein. Ouais. On me Ça en tag passerait assez bien, hein. régulièrement là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont, c'est ça qui est très très pénible, c'est que quand on m'envoie ce genre de vidéos, quand on me partage, je fais assez rarement de collage, mais par contre, je lis les commentaires, je signale, je fais ce genre de choses, et les commentaires, c'est dommage parce qu'on tombe sur des parents qui sont parfois désespérés, désemparés, et qui vont croire ce que ces personnes racontent, qui vont expliquer qu'en faisant des jeûnes ou des traitements à base de je ne sais quelle homéopathie, ils vont guérir leur autisme. Ah bah Ou ouais. j'ai eu ça à un moment donné, c'était faire boire du jus d'ortie cru et de l'eau osmosée. Donc de l'eau osmosée, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros c'est de l'eau distillée, donc de l'eau ce qu'ils appellent pure, exposée aux rayons de la lune. Et il faut savoir que l'eau distillée, eh ben, bah, déshydrate un corps et empoisonne un corps progressivement. Donc, qu'en pensez-vous de là-bas, justement? Ha! Là-bas. Alors, Donc, ça fait partie de la liste des soins préconisés dans le décret du 4 juillet 2021. Je vais commencer par ça. C'est problématique. Et ça peut être bien sous certains aspects extrêmement spécifiques. C'est-à-dire que les tests faits à l'origine pour la mise en place de ce genre de thérapie ont été faits sur des autistes sans déficience intellectuelle. Et ça, c'est problématique parce qu'on le recommande souvent pour des autistes avec déficience intellectuelle. On pourrait comparer la méthode ABA sur des autistes avec déficience intellectuelle qui n'ont pas forcément conscience de leurs limites, de leurs difficultés et de la capacité de dire non à du dressage. Si on peut faire une bonne analogie, c'est du dressage, c'est du réflexe pavlovien, c'est de l'action, réaction, punition, récompense. Enfin, je fais ça avec mon border collie en fait. Voilà, donc j'ai du mal à faire l'idée de faire ça avec un humain. Et encore, je lui demande souvent son avis pour ce que ça vaut. La méthode ABA peut être bien. Je dirais uniquement dans le contexte où la personne n'a pas de déficience intellectuelle, où elle n'a pas de gros traumas et de grosses anxiétés, qu'elle a la capacité de dire non, de poser ses limites, une connaissance parfaite de son profil sensoriel. Je pense que dans ces cas-là, si c'est un acte volontaire de la personne, là-bas, je me souviens plus de ce que veut dire exactement l'acronyme, mais en gros, c'est une méthode thérapeutique qui, bah, tu fais quelque chose de bien, t'es récompensé, tu fais quelque chose de mal, t'es ignoré ou t'es puni. Donc, bonne chose, récompense, mauvaise chose, conséquence. Globalement, c'est ça malheureusement pour le synthétiser, mais, voilà. Ça, c'est mon avis. ça me fait penser à une affaire, une très triste affaire hein, qui s'est passée aux US sur une enfant justement autiste avec handicap intellectuel. C'est d'ailleurs toujours, merci, elle est en vie, Ici Stapleton. C'est une jeune fille, enfin c'est ce dont je vais parler. Vous allez peut-être penser que c'est un cas c'est un cas à pas prendre pour une généralité, mais je trouve que c'est plus un cas d'école malheureusement. C'est une jeune fille qui était très mise en avant sur les réseaux sociaux par sa mère. Et sa mère se mettait en avant comme un peu la victime de son enfant bourreau autiste entre guillemets qui arrêtait pas de lui faire du mal et de la taper. Mais en fait, ce qu'on a appris, c'est que les thérapies ABA qu'elle lui imposait, la petite ne les supportait absolument pas et elle faisait des crises mais intenses et c'était sa manière justement de faire comprendre que c'était une souffrance pour elle cette thérapie. Et alors, ce qui est horrible, c'est que ça a failli finir en fait, la trigger warning, hein. Je parle de tentative de suicide et de meurtre. Mais la mère a essayé de tuer son enfant en se tuant elle-même dans une voiture, en fait, avec, je crois, empoisonnement. Alors, elles ont été sauvées dans les temps, hein. Et la mère a été emprisonnée. Mais ce qui est horrible, c'est que je crois qu'on a accès aux images, malheureusement, de la petite qui subissait ça. Et surtout, la mère était quand même, comment dire, elle était un peu encouragée par les parents qui la prenaient un peu en pitié, en disant oui, mais il faut la comprendre, elle subissait sa fille en fait. Là, je pars un petit peu loin par rapport malheureusement au fait que certains parents, pas tous, mais certains se montrent comme ça avec leurs enfants, mais il faut
voilà, tu parles de la thérapie à bas chez les enfants autistes avec handicap intellectuel. Bah malheureusement, pour certains, leur seule manière de Oui. dire non, ça va être bah, comme ils peuvent dire non, ça va être vraiment en se montrant violent, mais par protection pure et dure, et absolument pas pour faire du mal. Donc Oui. voilà, c'est pour ça c'est une Et thérapie parfois parce que ça peut être comment dire, la réaction autorisée ou parfois même attendue d'ailleurs. J'ai un exemple en tête d'une amie qui est psychologue en fait en institut pour des autistes polyhandicapés avec exclusivement des très fortes déficiences intellectuelles, et elle avait le cas d'un homme en fait autiste avec déficience intellectuelle qui était violent, qui tapait beaucoup, qui réagissait beaucoup, et on comprenait pas, et pendant plusieurs semaines en fait on en discutait, on essayait de voir des biais d'approche, on en discutait beaucoup, et elle est tombée par hasard sur cet homme, enfin ce garçon qui revoyait son père et son frère. Et sauf que son père et son frère passaient son temps à jouer à la bagarre avec lui, parce qu'ils trouvaient ça marrant de le provoquer, de se battre, de lui apprendre à faire de la boxe et des choses comme ça. Et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était la seule interaction qu'il avait avec ses parents, c'était de la bagarre. Et donc ils ont compris pourquoi. Donc ce qui était perçu d'un certain point de vue comme une réaction violente de la personne autiste était en réalité non seulement la réaction attendue par sa famille, mais aussi la réaction qui était encouragée par sa famille comme étant le moyen d'expression et le moyen d'interaction qui était autorisé. Et donc parfois on a l'impression que c'est de la pure violence, de la pure défense, et au final c'est juste bête et tragique. Je serais tenté de dire en fait. Et avec eux effectivement ils avaient dans ce genre d'institut ils testent souvent les méthodes notamment à bas, alors qu'il y en a qui sont beaucoup plus adaptées comme la TCC, comme j'avais entendu parler de Teach, mais je m'en étais pas trop intéressé. C'est ce qu'elle utilise, la sœur d'Enzo. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc le problème c'est que Charlotte en plus considère que les autistes intelligents ça n'existe pas, considère qu'un autiste est forcément sa place dans sa famille. Sa famille le voit comme un poids financier en fait, ce qui est très problématique, donc il joue beaucoup là-dessus dans le contenu. Et ça dans la création numérique effectivement, et dans les aspects négatifs de qu'on a dans le numérique, c'est que les parents en profitent, donc ils vont se victimiser d'un côté. Mais par contre, ça va beaucoup chiffrer de l'autre. Et pour un peu le contexte, parce que oui, je veux bien considérer qu'avoir une personne à sa charge, ça ça coûte de l'argent. Mais pour donner un exemple qui permet de situer un petit peu ce genre de personnes, pour fuir les associations qui voulaient faire un contrôle, ils sont partis dans leur villa à Malte. Il y a assez peu de personnes dans le besoin qui ont des villas en pleine Méditerranée, quoi. Voilà. C'est bon, quoi. Sachant que, étant juriste, effectivement, je m'étais posé la question, et elle a une société qui permet d'enregistrer l'argent qu'elle reçoit de ça, en fait. Et ça chiffre. Malheureusement, ça. Voilà, bref, peu importe. Mais oui, c'est en fait nous qui sommes des créateurs qui font réellement de la sensibilisation, en fait, de la pédagogie, parfois même peut-être un peu trop académique, on se retrouve face à ce genre de comptes qui font des contenus, des formes de contenu qu'on se refuse nous-mêmes en fait, pour le côté infantilisation, pour le côté pathologie, pour le côté animalité. c'est très très problématique, et surtout quand j'imagine pour vous en fait, quand vous êtes autiste femme, et ou même ça peut être le cas pour tous les autistes qui vont être trans ou non binaires, qui vont s'exprimer sur les réseaux, ils se prennent des violences croisées absolument inimaginables. Je vois ça parfois dans les commentaires. Et vous êtes attaqué et sur l'aspect autiste, et sur la PES-femme, et sur l'aspect queer. C'est ça, il va y avoir une intersectionnalité encore une fois, des violences intersectionnelles. Donc, il y en a certains qui vont penser qu'on va vouloir collectionner les étiquettes d'oppression ou que sais-je. Alors, on se serait bien passé de ça, honnêtement, de ce qu'on vit en tant que tel. Honnêtement, c'est à ces moments-là que je fais mes courses entre guillemets, c'est-à-dire que je sais que dès que je tombe sur la vidéo d'une personne autiste qui est une femme autiste ou autiste queer, les deux, que sais-je, je vais dans les commentaires. Quand il y a rien d'offensant, je me dis soit le tri a été fait,
Ouais. soit tout va bien. Et dans le pire des cas, bah effectivement, il y a des commentaires horribles. Et là, je fais les courses parce que je me dis, enfin, je fais mes courses entre guillemets. Ça veut dire que je regarde les commentaires, je bloque chaque compte à ce sujet parce que il n'y a pas à être horrible comme ça avec des personnes qui veulent juste Oui. partager leur vécu. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse justement dans ma thèse, donc qui est un peu plus sociologique ou psychologique, je sais pas. Mais ce besoin justement de se fédérer et non pas de chercher l'attention. Il y a peut-être un peu de ça, mais pas comme les gens le présentent. Mais chercher l'attention plus de nos semblables entre guillemets et de pouvoir se fédérer en tant que communauté parce que on se retrouve justement dans nos vécus en commun, on se sent moins seul. Là où l'autisme, il y a encore pas si longtemps que ça c'était un sujet encore plus tabou qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc finalement, voilà, ces accusations m'intéressent là où en parallèle, comment dire, il y a plus une recherche, la recherche de, comment dire, de ses semblables plutôt que de la pitié de l'autre en fait. Contrairement à justement ce que certains créateurs neurotypiques sur l'autisme, certains, je dis bien pas tous, cherchent justement, eux cherchent pour certains d'entre eux cette pitié-là, cette image pitoyable, et ça marche, c'est ça le pire. Oui. C'est assez problématique et ça revient même à nous invisibiliser parce que ce qu'on reçoit aussi beaucoup comme commentaire, ça va être du bah non, c'est pas possible, t'es pas autiste. Non, en fait, je connais eux, ils sont en difficulté, donc eux, ils sont autistes parce qu'ils sont en difficulté, ou elles d'ailleurs. Mais souvent, ce sont des garçons autistes qui sont exposés d'ailleurs, en difficulté. Mais en fait, ils refusent l'idée même qu'on puisse s'en sortir dans la vie ou avoir un certain équilibre affiché, naturellement, relatif parfois, sachant qu'il faut quand même garder l'esprit qu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même moi, je montre beaucoup les aspects positifs, je montre beaucoup moins les aspects négatifs et les difficultés, fatalement. C'est fatalement, je cherche pas à tirer la pitié, en fait. Et je cherche à presque toujours être constructif. Patate verte, la cousine de autiste. Oui. Tout le monde l'a eu celui-là, tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais... par contre, Lily, en te disant, c'est mon but de fédérer, de retrouver des gens comme moi et de participer à cette... c'est ce que je retrouve chez beaucoup. Et par contre, je me souviens d'un truc que tu avais posté plus tôt, Lily, c'est que c'était dommage qu'il y ait pas d'autistes non oralisants ou non verbaux qui soient plus mis en avant. Et pour le très peu de personnes autistes non oralisants que j'ai pu voir sur TikTok, justement, qui parlait le TikTok américain essentiellement, c'est vrai qu'ils se sentent assez invisibilisés, mais pareil, cette invisibilisation de certaines communautés, donc de certaines personnes autistes non oralisantes ou autistes, par exemple, non blanches également. Oui. Il faut se poser ces questions-là sans aller dans les accusations à tout va. Il y en a qui croient qu'on cherche ça, en fait, qu'on cherche que les problèmes. Non, c'est bien de se poser les bonnes questions justement pour voir un petit peu comment faire finalement, comment mettre en avant, je sais pas moi, profiter des privilèges de certains pour mettre en avant les comptes d'autres personnes qui ont très peu de vues, mais pourtant qui font du contenu très intéressant, qu'on voit pas du tout ou très peu dans d'autres comptes. Donc c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup de choses à... Oui, c'est notre recherche en fait. C'est ça, même moi, très honnêtement, je cherche souvent à participer à du podcast, participer à des interviews, participer à ce genre de choses-là. Et même s'il commence à y avoir une prise de conscience de la sphère journalistique à ce niveau, elle est encore extrêmement faible et très compliquée. Donc, quand on se retrouve face à des caméras, face à des journalistes, on les déconcerte en fait, parce qu'ils s'attendent, on les sort complètement de certains clichés, ils s'attendent pas à voir ça, et le problème c'est que dans les médias en ligne, on retrouve des aidants d'autistes, ou en tout cas des exploiteurs d'autistes qui vont être interviewés, ou des personnes qui vont entretenir le cliché de l'Asperger par exemple. Enfin, le cliché de la croyance de l'Asperger, parce que ça correspond même pas au tableau diagnostique du DSM-4. Mais donc ils sont dans des autismes qui vont être forcément inadaptés à la société, qui vont être forcément extrêmement intelligents, alors qu'on peut aussi être complètement con de temps en temps, hein. On a quand même le droit de se relâcher. On n'est pas obligé d'être complètement intelligent tout le temps, heureusement d'ailleurs.
Mon Dieu, comment je ferais? Laissez-moi être immature quand j'en ai envie. Donc, c'est-à-dire 90% du temps. Mais, mais en fait, voilà, c'est ça notre plus gros travail, c'est de sortir de ces clichés. Et on m'a sorti à raison, il y a à peu près 1 an. Mais en fait, il faudrait que tu sortes de ta niche. Donc, c'est-à-dire que je sorte de la sphère autiste de TikTok pour justement aller vers du plus grand public, en fait, pour pouvoir faire de la pédagogie. Ce à quoi j'ai répondu à cette personne, oui, mais hormis des noms typiques qui vont m'inviter dans des conférences, dans des podcasts, dans des interviews, je peux pas faire ça tout seul, en fait. Ce n'est techniquement pas possible. Sachant que c'était une personne qui m'avait invité à une conférence, qui m'avait sorti ça. Et qui était responsable de communication. C'était OK, mais arrêtez de mettre en avant les associations qui nous infantilisent. Et pour le coup, vous voulez que je sorte de ma niche, mettez-moi plus en avant. Bah ouais. Mais même, j'ai pas l'impression que ce soit un si bon conseil que ça de sortir de sa niche finalement. Tu t'éparpilles plutôt qu'autre chose. Et les gens vont pas comprendre pourquoi si tu parles d'un truc qui a rien à voir avec ce que tu fais de base. Et puis les nouveaux qui seront arrivés dans ton truc un peu hors sujet avec ton truc de base, tu vas reparler d'autisme. Et là, ça va. Par contre, ouais, j'ai vu un commentaire hallucinant. Ouais. De quoi? Non, j'ai juste lu un truc hallucinant de Alexandria Native qui dit: je suis autochtone. Le premier psychologue m'a dit qu'il n'y a pas de TSA chez les peuples premiers. Je t'apprends rien, hein, mais cette personne t'a vraiment dit de la merde en barre. Et c'est montrer à quel point, malheureusement, il y a des biais racistes également dans les diagnostics et chez ces professionnels-là. Sachant que les premières descriptions de ce qu'on pourrait approcher de l'autisme, en tout cas de ce qui ressemble à un tableau diagnostic autisme, les premières descriptions, c'est la Grèce antique. Enfin, donc c'est des descriptions qui datent d'il y a 2000-2500 ans, en fait. Donc dès qu'on a été capable d'observer certains comportements, même si effectivement, moi, je me pose la question de est-ce qu'il a existé un moment où génétiquement cette forme était beaucoup plus présente? C'est-à-dire que cette structuration cognitive a-t-elle été plus présente à un moment donné dans l'histoire? Mais là, on part sur l'histoire de la génétique et c'est quasi impossible à... on va assez loin. Mais oui, là, en fait, c'est effectivement notre vision d'autiste adulte qui peut aider des parents, comme je l'ai vu là dans un commentaire. Et je serais tenté de dire que c'est ce que j'explique de temps en temps grâce plus à mon hypermnésie qu'autre chose. Parce que, fatalement, même si mon diagnostic, il est récent, mon autisme a toujours été présent. Et quand je retrace mon enfance, mes comportements, mes frustrations, mon adolescence, tous mes problèmes comme mes facilités, ça ne faisait aucun doute depuis les 4 jours après ma naissance, quoi. Je serais tenté de dire même à ma naissance, d'ailleurs, parce que j'ai pas pleuré à ma naissance. Je me suis contenté d'éternuer, de regarder ma mère, genre, salut! Tu vois, c'est... Moi, j'ai aucun souvenir de ma naissance. Donc Non, j'ai pas de souvenir de ma naissance. C'est mes premiers souvenirs. Alors, on a estimé mes premiers souvenirs un peu avant mes 1 an. D'accord. Parce que j'avais encore mes couches et j'avais encore mon lit à barreaux et tout, donc c'était un peu. C'est très très. En fait, dans l'hypermnésie, et ça nécessite un travail de psychologue souvent. C'est-à-dire que certaines stimulations peuvent renvoyer à certains souvenirs, parfois lointains, et ça correspond même aux sensations. Genre, je ressens les odeurs, le toucher, la proprioception, le vestibulaire du moment, donc ça correspond à son corps. Et donc, imaginez, il faut quand même s'imaginer que quand je me souviens de moi bébé, quand je me souviens de moi enfant, je me souviens de moi avec mon corps du moment, en fait. Et donc, c'est-à-dire avant puberté. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement gênant, en fait. Parce que fatalement, on se souvient d'un corps différent. Quand on est un homme, il y a quand même une différence conséquente entre l'enfance et l'adulte. Et donc, effectivement, ça peut parfois mettre intérieurement mal à l'aise. Mais ça pourrait faire des sujets à part entière, ça, parce que c'est littéralement la coexistence du meilleur et du pire. Mais ça sert. Il y a Latifa qui demande si on lit des livres sur l'autisme et si on a des conseils de lecture. Est-ce que tu en as, toi, Adrien? Oui. Oui, le problème, c'est que j'ai pas tous les titres en tête. Il y en a un particulièrement que j'avais beaucoup aimé. Ça s'appelle, je crois que le titre, c'est Structuration de la pensée autistique. C'est-à-dire que c'était une psychiatre, je crois,
j'ai beaucoup de mal avec les noms propres, donc si j'ai pas le screenshot devant les yeux, j'y arrive pas. Mais en gros, elle expliquait comment fonctionnait le cerveau autiste par rapport au cerveau neurotypique. Et elle avait justement toute une explication qui était énorme et qui était regroupée par tout un tas de recherches, encore maintenant. C'est que le seul élément 100% présent chez les autistes, c'est la nécessité des éléments de contexte pour la compréhension. Et quand on se concentre en fait sur cet aspect-là, on retrouve effectivement les problèmes en matière d'habilité sociale, les problèmes en compréhension du second degré, parce que si on n'a pas les éléments de contexte, on comprend pas nécessairement cette situation, parce qu'on peut pas raisonner par analogie. On a aussi en termes de sensorialité, parce qu'en fonction du contexte, en fait, la sensorialité n'est pas perçue de la même manière. Elle peut être positive dans un moment, elle peut être négative dans un autre, elle peut être épuisante dans un moment, elle peut être attendue dans l'autre, et ça peut dépendre du contexte. Et ça, c'était très très intéressant. Forcément, il y a les livres de Julie Dachez, fatalement. Ceux que je serais tenté de conseiller, mais une fois qu'on a une solide culture en matière d'autisme, ce seraient les livres d'Hugo Orio, parce que c'est ce qu'il ne faut pas lire, notamment. Voilà, c'est des ouvrages qui sont très problématiques, tu sais, parce que c'est des choses qui sont fondamentales pour l'aspect-suprémacisme. C'est ça qui me pose problème aussi comme discours. Oui, c'est un bouquin qui parle de discussions avec son frère, de quand ils étaient ados, d'attentats sur les neurotypiques, de supériorité de l'intelligence autistique, bref, c'est des choses extrêmement problématiques en fait. Tous les bouquins de psychanalyse, de risque d'autisme ou autre sont complètement à écarter. Je serais tenté de dire écarter quasi d'office tous les bouquins qui mentionnent Asperger dans le titre. Ouais. Sauf si, voilà. À la limite, sauf si ça date de l'époque où Asperger était, oui. Par exemple, malheureusement, dans la BD La différence invisible, elle parle encore d'Asperger parce que c'était encore un terme utilisé à l'époque. On n'était pas encore au courant du passif. Oh là, la mère frigo, mais quel enfer ça. Mais si le terme Asperger, c'est un terme, si c'est contextualisé, on va dire, parce que c'était encore le terme utilisé à l'époque et à jour scientifiquement. Mais par contre, si c'est des livres de 2022 qui utilisent ce terme, évitez un maximum. Mais c'est dommage, j'avais en tête une personne autiste qui avait fait une énorme bibliographie sur son drive. Il faudrait que je la partage. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Ce serait intéressant. Faudrait que je me rappelle plus du tout, mais je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est vraiment intéressant ce qu'elle partage, y compris sur son compte. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Lily qui a du mal à oralement pour faire de la création de contenu. Cette personne, elle fait essentiellement, bon, c'est en anglais elle, mais des, comment on appelle ça, des carousels. Et les carousels, je trouve c'est l'idéal quand on est anxieux sur Instagram. Ouais, voilà, c'est beaucoup sur Insta et sur TikTok. Pour moi, c'est des formats qui font partie de ceux qui ont le mieux marché sur mon compte, mais qui peuvent être c'est vraiment idéal quand soit on a de l'anxiété, soit on peut tout simplement pas parler. Oui. Moi, ça m'est arrivé de vouloir parler de certaines choses et de me dire, en ce moment, j'ai aucune énergie pour prendre le micro, pour me filmer comme ça et parler en face à face. Je vais juste faire un carrousel, ce sera plus pratique. Donc franchement, n'hésitez pas à passer par ce format parce qu'il est très efficace et vous pouvez prendre le temps de le faire. Vous n'avez pas à vous regarder en face ou à même enregistrer si vous arrivez mal à structurer votre parole comme ça ou vous pouvez pas parler d'une façon ou d'une autre. Vraiment, les carousels, n'hésitez surtout pas. C'est un très très bon format. Même sur Insta aussi, comme disait Adrien. Et comme dit Julie, en fait, le contenu globalement même de H Paradox est très bon sur YouTube, sur Instagram. Ah ouais. Je crois qu'il a fait un livre également, il me semble. Ah. Ouais, j'avais cru voir ça passer sur Instagram et son contenu est très bon. Ça, c'est de toute façon... d'une manière générale, les lectures, qu'elles soient en termes d'articles, en termes de livres, sont à compléter avec du contenu de personnes concernées. Et je parle de personnes concernées qui parlent pour elles, en fait, enfin pour elles-mêmes. J'aimerais quand même beaucoup voir du contenu de personnes aidantes qui parlent d'elles en tant qu'aidantes.
C'est Ça me vrai. plairait, et pas de la personne aidante qui parle au nom de la personne autiste. J'adorerais que cette personne parle des outils qui sont mis en place, des tests qui sont faits, des échecs, des réussites, des avancées, des reculs, de comment cette personne prend soin d'elle, comment elle Mm. prend du temps, comment elle vit tout ça, comment elle ne supporte pas tout ça d'ailleurs. Ça, ce serait extrêmement intéressant comme contenu. Et ça compléterait le contenu que nous on fait. Parce que les facilités que nous on peut avoir, les capacités que nous on peut avoir, forcément peuvent pas refléter la réalité de certaines difficultés absolument énormes. Et c'est pour ça que même moi je regarde souvent beaucoup de contenu d'autres personnes autistes, parce que ça me permet d'adapter, de nuancer ma propre vision et d'adapter justement ce que je montre et ce que je montre pas. Notamment parce que parfois je vois des personnes qui sont en extrême difficulté, que ce soit au niveau de la douleur, que ce soit au niveau des émotions, parce que rien que ces aspects émotionnels, j'ai mis du temps à comprendre qu'on pouvait être très sensible à ce niveau-là sans que ce soit pour autant joué, quoi. Mm. Même si on me revoyait souvent dans la gueule que moi j'étais un monstre sans émotion, sans Ouais, ça. comparé à un Et Sheldon. Latifa, hésite pas, si tu veux, tu m'envoies un MP soit sur TikTok, soit sur Insta. Tu devrais pouvoir voir sur mon lien. Comme ça, je te l'envoie. Mais effectivement, j'aimerais beaucoup faire des TikTok comme ça où je conseille des livres que j'ai pu lire sur le sujet. Ce serait Ça peut être une intéressant. très bonne idée. Mais même n'importe quel créateur de contenu Ah, autiste, c'est n'hésitez cool pas à ça. les conseiller. Ça peut être vraiment intéressant. Ça peut aider plus d'une Mm. personne, hein. Oui, oui, oui. Mm. Sachant que moi, pour mon contenu, d'une manière générale, j'ai tendance à lire surtout beaucoup d'articles. Mm. D'articles sur des bases scientifiques, et ensuite je prends beaucoup effectivement de témoignages, je prends beaucoup de choses que je vois en fait, pour me servir et pour avancer. Parfois je peux lire des bouquins, souvent des livres qu'on m'envoie en fait, mais au final je lis assez peu de livres en entier, et parfois je les mets de côté, surtout ceux que j'aime pas. Mm. Mais je devrais noter ceux que j'aime pas, que je vois comme des red flags. Ah ouais. Parce que ça va être surtout les bouquins à la BU dont je vais lire des passages, des chapitres, et ouais, ce serait intéressant. C'est un énorme travail, sachant que pendant les années, en fait, j'ai pas nécessairement le temps, donc je devrais voir ce que font les gens pour essayer de conseiller à ce niveau-là. Ça pourrait être ça pourrait être une bonne idée. Euh, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Ouais, c'était à peu près appréciable. Putain, on a tenu le temps que je m'étais fixé. J'ai vu que Mais de ça a ouf. beaucoup bougé dans le chat, en fait. Et Mm. on a répondu à quelques questions, mais effectivement, pas beaucoup, parce que Mm. le temps est un peu limité. Et juste après, moi, je fonce à Strasbourg pour être un peu moins responsable. Mais voilà, on refera des lives, ça c'est clair. Mm. Je pense avec des thématiques, même quitte à le faire avec une thématique libre, un peu plus libre, C'est du clair. question-réponse, du chat, Mm. sûrement sur un système de duo, voire de trio avec des invités qu'on mettra de temps en temps, au moins le temps d'un témoignage, ça peut être intéressant. Mais par contre, on ne dépasse jamais trop ce nombre-là, parce qu'après c'est très très difficile j'allais dire à manager, mais ouais, c'est ça le terme, parce que on se connaît en tant qu'autiste, en tant que TDAH, nous canaliser, ça peut être un véritable défi. Et c'est Ouais. pour ça qu'on avait mis 1h30 en fait. Parce que ça correspond à moi, ma capacité maximum Non, mais pareil, là, je commence un petit peu aussi à... à fatiguer. Et par contre, ouais, je voulais parler d'une chose, si je peux, bien sûr. Ouais. J'en ai parlé très vite fait sur Threads. Ayant pris du retard sur ma thèse, je pense que sur Twitch, je vais instaurer des petites sessions comme ça de... J'arrive à fonctionner comme ça, mais de Pomodoro. Et en fait, ce qui me fait enfin, le Pomodoro, c'est grosso modo 25 à 30 minutes de taf pour 5 à 7 minutes de pause ensuite. Et en fait, dans connais ces ça. 7 minutes de pause, ce que j'aimerais beaucoup, c'est de vous parler un petit peu de ce que je fais et que vous, en échange, vous parliez un petit peu de ce que vous faites. Mm. Je m'y mettrai, je pense, vers la semaine prochaine, si jamais ça vous intéresse. Alors, il faudrait que je mette mon compte Twitch sur mon Linktree par contre. Donc hésitez pas. Oui. Et par contre ouais, pour des prochains lives comme ça en duo, Oui. trio, en témoignage, j'ai vu qu'il y avait effectivement il y avait des gens qui étaient intéressés pour témoigner, mais aujourd'hui voulaient vraiment Ouais. s'organiser plus calmement. On peut un de ces quatre
faire ça. C'est juste qu'il faudrait qu'on s'organise pour que ce soit gérable pour tout le monde, mais avec grand plaisir. Oui, ce serait avec grand plaisir. Mm. Dans tous les cas, putain, on a tenu le temps. Waouh. Dans tous les cas, ouais, c'était intéressant de parler de l'empouvoirment des autistes via la création numérique, parce que ça, c'est une réalité qui fait plaisir, sans pour autant exclure effectivement et les difficultés, que ce soit la violence, la désinformation, le manque de modération. Et ça, on le rappellera tant que ce sera nécessaire. On reviendra. C'est un long travail. Mais voilà. Le live sera disponible en rediffusion, notamment sur mon compte. Peut-être sur le tien aussi. Il faudra que tu regardes dans la section live, en fait, si ça te l'a enregistré ou pas. Et je vais regarder pour si je peux le télécharger ou télécharger l'audio, en fait, pour le basculer sur YouTube. Parce que donc mes podcasts sont sur Spotify, mais j'ai dû créer une chaîne YouTube, en fait, pour les podcasts. Et pour le coup, je le mettrai dans cette section-là, ce qui pourrait être intéressant. Et ce qui pourrait justement nous aiguiller. On fera un podcast en duo, comme je te l'avais promis, en fait, sur le même sujet. Et comme ça, dans un temps un peu plus court, en fait, et que je préparerai en avance, en fait, pour qu'on fasse comme une interview, ok, sous format d'interview sur cet empouvoirment et sur ta thèse. Et puis je le posterai pour qu'on continue et on reviendra dessus sur des aspects spécifiques et sur des aspects un peu plus généraux. Dans super, tous les cas, avec grand plaisir. Merci beaucoup tout le monde, ça a fait super plaisir. Et moi dans la vraie vie, je vais peut-être aller picoler. Moi je vais me reposer. Oui, voilà, me reposer en déchargeant un peu. En fait. Ouais, voilà. Je vais aller lâcher mon TDAH en fait, comme quand je promène mon border collie. C'est comme ça que je fais la plupart du temps. Dans tous les cas, les gens, bonsoir. Bonne soirée. Et pour le coup, à bientôt. À bientôt, salut.